Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire ce soir, la fronde contre l'impôt, elle s'étend des agriculteurs bretons au club de foot en passant par les épargnants, les salariés. Une fronde aiguillonnée avec délectation par l'opposition au point que le consentement à l'impôt, acte citoyen fondateur s'il en est, semble remis en question. Le ras-le-bol fiscal vire-t-il à la fronde? On en débattra tout à l'heure, mais tout d'abord, je reçois le rappeur, écrivain et disciple soufi Abd al-Malik, auteur de l'Islam au secours de la République. Bonsoir. Je vous présente Nadia Dam et Vincent Giret. Dites donc, l'Islam au secours de la République, ça veut dire quoi? Que la République est en perdition et que l'Islam va venir se porter à son secours? C'est de la provoque? C'est de la provoque, oui. Oui et non. En tout cas, nous autres auteurs, je pense qu'on est là pour défier le lecteur. Et ça commence par le titre. Très bien. Alors, on vous retrouve, vous et votre esprit légèrement farceur, après l'Expresso de Thibaut Dolt. La vie d'Abd al-Malik est un scénario à peine croyable. L'histoire du petit Régis, enfant de cœur qui donnait dans le deal et la chourave, devenu prince du slam et véritable morceau de patrimoine, adoubé par la République et ses citoyens. Victoire de la musique, prix de littérature politique Edgar Faure, collaboration avec Juliette Gréco. Encore plus vertigineux, son itinéraire spirituel sinueux comme une départementale corse, né en terre parisienne laïque, élevé au Congo chrétien, puis à Strasbourg sous régime concordataire, à une encablure de l'Allemagne luthérienne, le petit Régis choisit d'embrasser l'islam avec un bonheur de ravi de la crèche. Pour ce grand corps en parfaite santé, slam et islam sont les mamelles du destin. Il scande son amour pour cette religion mal aimée en France, qu'il sait vecteur de paix et de tolérance. Un islam grand public dont il assure promotion, défense et pédagogie. Un pèlerinage dont son dernier roman est une étape ardue. Pieusement et électriquement intitulé « L'islam au secours de la République », l'œuvre met en scène un présidentiable dont le petit secret est une dévotion à Allah. Un Janus mixé de Hollande et Homeland. Himalaya d'invraisemblance ou torrent de prescience? Abd al-Malik, ce livre est sorti il y a quelques jours à peine chez Flammarion. L'Islam au secours de la République, c'est entre la fable, la méditation, le roman ou la politique fiction. C'est l'histoire d'un candidat à la présidentielle. Il est extrêmement bien placé. On est dans les derniers jours ou les dernières heures. Et dans quelque chose qui évoque à la fois Homeland, la série, et l'affaire DSK, on est au confluent du scandale et du sacré. Il est surpris par une femme de ménage au QG de campagne, en train de prier en direction de la Mecque. Et là, c'est le scandale, c'est-à-dire que ce rapport à l'islam, il s'était converti, c'est un Gaulois, comme vous le dites, ce rapport à l'islam qui ne conservait que la sphère privée, éclate au grand jour, et au fond, il entreprend une méditation qui est l'objet de ce livre, à savoir pourquoi me suis-je converti, pourquoi suis-je musulman alors que je suis né dans la tradition catholique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre que d'aucuns jugent provocateur et d'autres salutaires? Parce que je trouve que fondamentalement, on est un peu tous pris, comment dire, on est pris en otage par les images. Et c'est vrai, quand on dit islam aujourd'hui, on ne s'imagine pas, je ne sais pas moi, la quiétude, la tranquillité. Tout de suite, on a Ben Laden, le 11 septembre, 11 septembre, etc. Et c'est important. Mohamed Merah. Et l'idée, c'est de déconstruire ça, c'est de déconstruire cette espèce de prêt-à-penser médiatique d'une certaine manière. Mohamed Merah, ça n'était pas que médiatique. Non, ça n'était pas que médiatique. L'islamisme radical n'est pas que médiatique. Non, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est comme si, pour parler du christianisme, on mettait le focus sur l'Inquisition, sur les prêtres pédophiles. C'est dans ce sens-là que je dis que je parle de l'aspect médiatique. Quand même, hein. L'Inquisition, là, la difficulté, c'est que les images se superposent, c'est au même moment. Mais les prêtres pédophiles, c'est récent, par exemple. C'est quand même quelque chose de notre période. Ce qui fait qu'on en parle maintenant, oui. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est que dès qu'on parle d'islam, j'ai l'impression que les intelligences se mettent en pilote automatique, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que, bon, très bien. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont le sentiment on peut avoir le sentiment qu'elles sont loin de nous. Mais imaginez-vous qu'un Hollande ou un Sarkozy, à la veille d'accéder à la magistrature suprême, on apprenne que c'est un musulman. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est sur cette tension-là que j'ai voulu construire quelque chose. Dans un pays où on apprend qu'un prochain président élu est musulman, ça crée quoi?
Ben, Des ça crée tensions, que... la peur. Ben oui, Ça crée qu'il ne peut plus défendre, comme c'est le cas de votre Oui. candidat dans le Ouais. livre, le principe de la laïcité sans qu'on le soupçonne Exactement. d'ourdir un complot ou de Exactement. vouloir ourdir un complot plus tard. Ça crée tous ces malentendus et toutes ces inquiétudes. Exactement, et c'est ces questions que je pose. Je pose aussi en sous-texte, est-ce que finalement, s'il avait été chrétien ou juif, est-ce que ça aurait été pris de la même manière? Et c'est ça que je trouve intéressant, mais il y a vraiment cette idée de, comment dire, de déconstruire quelque chose, de réfléchir, de changer de perspective en fait. Et de dire finalement qu'on a quand même des principes qui sont des sacro-saints principes, de mon point de vue, qui sont les principes républicains et laïques, qui sont véritablement, qui nous protègent en réalité. Et c'est aussi le fait de dire que le politique, on parle souvent de responsabilité, mais on est tous responsables. Mais je pense que le politique et les médias ont peut-être une responsabilité supérieure. Et il faut quand même prendre acte et conscience de ça, mais ça ne veut pas dire que je désengage certaines personnes. Nous autres citoyens, on doit être des citoyens exigeants, mais quand même, on n'a pas tous la même responsabilité. Nadia? Oui, parce que vous évoquiez un Sarkozy ou un Hollande musulman. En tout cas, on a un musulman à la tête d'un Ou une pays femme, occidental. un jour, président de la Ou une femme, République, pourquoi pas. pardon. Un oui, musulman donc totalement. à la tête d'un pays occidental, c'est déjà arrivé, en tout cas dans le cerveau des 25% d'Américains qui étaient persuadés en 2010 que Barack Obama était musulman. En 2008, au moment de la campagne, ils étaient 12%. Aujourd'hui, on est à peu près dans ces chiffres-là. Et quand on demandait à ces Américains pourquoi est-ce qu'ils étaient persuadés de ça, ils répondaient qu'ils étaient sûrs de l'avoir lu dans les journaux et que quand même Barack Hussein Obama, ça sonnait très musulman. C'est son nom complet qu'il héritait de son père et de son grand-père musulman. Et c'est un fantasme qui a été beaucoup alimenté sur Internet. Il y a notamment cette photo qui a été publiée un petit peu partout au moment de la campagne en 2008 qui disait que c'était une preuve implacable qu'il était musulman, forcément. Et puis il y avait ce mail qui circulait aussi sur Internet qui racontait qu'Obama avait prêté serment sur le Coran au Sénat en tournant le dos au drapeau américain. Là aussi, on est totalement dans la série Homeland. En ce moment, la grande mode, c'est de dire qu'Obama, c'est un frère musulman en embuscade. Donc il y a toutes ces rumeurs sur Obama et en même temps, il a été élu et réélu. Donc finalement, on peut être assez optimiste et dire qu'il y a des gens qui pensent qu'un président peut être musulman et président. Ouais, moi, je suis convaincu qu'un président... on pourrait avoir un président français musulman, et finalement, qu'importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Un président noir aux États-Unis, c'était nouveau. Hein. Ben oui, mais et moi j'ai voulu faire le pendant d'une certaine manière, c'est-à-dire que de mon point de vue, ce qui est aussi comment dire, ce qui est aussi symbolique, ça serait le fait d'avoir pour moi un Obama français, ça serait un Français musulman, par Mais exemple. sans qu'on le sache nécessairement, Sans qu'on le c'est-à-dire sache qu'il faut que ça nécessairement. reste dans la sphère privée. Ah ben ça doit rester dans la sphère privée. Et c'est Dans le cas de ce personnage, dans le cadre de ce pendant 15 personnage, ans, c'était eh oui, dans la sphère privée. c'est un par concours de accident. circonstances, Ouais, c'est ça, absolument. c'est pas Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous faites vraiment l'apologie de la laïcité. Ouais. Donc ça, c'est Oui. plus neuf. Vous dites qu'il faut déconstruire, changer le regard, etc. Là, on a un musulman pratiquant, vous revendiquez le soufisme, et vous défendez, vous avez des mots très très forts pour défendre la laïcité. C'est quoi pour vous la laïcité? Ben, pour moi, comme je l'ai dit précédemment, les principes républicains et la laïcité, pour moi, ce sont vraiment... La religion, c'est la sphère privée. La religion, c'est la sphère privée intime. Là, on est Donc des pas citoyens. dans l'espace public? Pas dans l'espace public. On Pas est de voile à la crèche. Mais parce pas qu'il est de- important, vous savez, ma réflexion, elle est la suivante. On doit avoir des personnalités politiques de gauche ou de droite, qu'importe, qui doivent être capables de s'asseoir et de réfléchir à un programme qui est hors clivage politique. Quel programme français utopie. et européen? C'est une utopie. Enfin, moi, j'espère que ce sont des gens responsables et qu'un jour ou l'autre, ils se diront quand même, il faudrait un programme français et européen concernant l'immigration, un programme français et Ça européen veut dire quoi, concernant la l'immigration? culture. Vous voulez Ben, dire une une vraie réflexion de régulation, non, une une vraie vraie réflexion réflexion de fond. Mais regardez, il y a Une du vraie boulot. réflexion Hein. de Quand fond. on regarde par exemple un sondage récent, 74% des Français jugent que la religion musulmane n'est pas compatible avec la société française. Donc avec D'où la ça République. vient ça selon Mais vous? c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce genre de livre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Mais d'où ça vient? De ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on est prisonnier de certaines images. peur. On est prisonnier d'images, de la peur. En Comment même dire? temps, vous savez que l'islamisme radical, ça existe. Ah, bien sûr, vous ça l'avez vu de existe. très près, vous. Mais Ça vous existe. êtes- vous Et je l'ai étiez- vu de vous très êtes près. tombé dedans. Et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est une minorité. C'est pas parce qu'on crie fort et on nous entend que ça signifie qu'on représente la majorité. Abdel Malik, comment fait-on, comme vous, pour passer de l'islamisme radical avec quasiment une tentation d'action violente Ouais. que vous avez déjouée au dernier moment, pour arriver jusqu'au soufisme, c'est-à-dire la version mystique et évidemment éminemment pacifique de l'islam? Mais Comment vous avez procédé? Parce que vous savez, c'est comme si vous me demandez comment vous avez traversé votre crise adolescente, d'une certaine manière. Vous savez, on a de la douleur pour plein de raisons, on a de la haine, et on veut exister.
Moi, à l'époque, je suis entré dans cette vision de l'islam, comme certains devenaient punk, voyous ou prenaient leur carte au PC, par exemple. Je suis rentré de cette manière-là. Mais ensuite... Il y a des choses plus ou moins nocives quand même. Oui, dans enfin, les hypothèses communistes que vous n'appellent pas avez au djihad. évoquées. Ah, mais non, mais Oui. non, je parle de... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu d'être dans une démarche spirituelle, j'étais dans une démarche où l'islam était un étendard qui disait, voilà, j'existais en tant que instrument de musulman. vengeance. Je dirais que j'instrumentalisais l'islam, plus qu'un instrument de vengeance. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut séparer la chose spirituelle et finalement la chose politique. Ça n'a rien à voir. Et il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est pour ça qu'on a intérêt de faire de la pédagogie. Et j'ai aussi cette humble ambition Et de l'humour. de la pédagogie et de l'humour. Alors, l'humour, pour terminer, c'est l'anaphore, Oui. sur 2 pages. Moi, musulman. Moi, Une musulman. réponse du berger au berger, à la bergère, François Hollande, si je puis dire. Dans le livre Conte, fable, utopie, ou en tout cas provocation pédagogique extrêmement lumineuse, l'islam au secours de la République, Abd al-Malik, aux éditions Flammarion. Merci d'être venu nous Merci de m'avoir visiter. Merci Et à vous. place au débat du soir consacré à la fronde contre l'impôt. Il est question d'ailleurs de l'impôt social, la zakat, dans votre ouvrage. La fronde contre l'impôt, ce mot fronde n'est pas anodin. Il renvoie au soulèvement français de 1648 contre les prélèvements fiscaux jugés exorbitants. Les agriculteurs bretons, d'ailleurs, qui récusent l'écotaxe, parlent de gabelle. Question, la révolte fiscale qui se manifeste partout en France en ce moment, vire-t-elle à la fronde? On en débat dans un instant après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est l'image du week-end. De violents heurts dans le Finistère entre forces de l'ordre et des opposants à l'écotaxe que devront payer les transporteurs routiers à partir de janvier prochain. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience qu'on est à bout et qu'il est hors de question que ça continue. Face à la colère en Bretagne, le gouvernement va apporter des aménagements à son projet. L'écotaxe va être réduite de moitié dans cette région. Cafouillage ou reculade, l'exécutif ne cesse de revoir sa copie pour tenter de calmer des contribuables de plus en plus exaspérés. Illustration avec cette opération rétro-pédalage d'urgence ce week-end. Face à l'inquiétude des petits épargnants, Bercy a abandonné la taxation des plans d'épargne logement, des plans d'épargne en action et de l'épargne salariale. Quel est notre objectif? C'est de créer de la confiance chez les épargnants. Et dès lors qu'il y avait un doute, il fallait y répondre. Mais déjà un autre front s'ouvre sur fond de ras-le-bol fiscal. Les clubs de foot menacent de faire grève pour protester contre la taxe de 75% sur les salaires supérieurs à 1 million d'euros. François Hollande est donc pris en tenaille entre des contribuables sur les nerfs et Bruxelles qui exige de combler le déficit public. Il doit aussi répondre de ses propres promesses. Lors de sa dernière grande interview, le président avait déclaré lever le pied sur les impôts. C'est beaucoup, donc ça devient trop. En ironisant même sur ceux qui craignaient de nouvelles taxes tous azimuts. Oui, l'imagination fiscale est sans limite. Mais la peur des Et je contribuables peux aussi. comprendre parce que depuis des années, c'est finalement un concours l'épine de l'augmentation De la taxe. parfois cocasse de la taxe. Il n'y aura aucune taxe nouvelle qui sera introduite. 1 mois et demi après, la parole présidentielle est-elle encore crédible ? Bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. Éric Pichet, bonsoir. Vous êtes professeur de fiscalité, professeur à la Kedge Business School et vous avez publié L'impôt sur le revenu 2013, théorie et pratique. Je sens que ça va nous aider. À côté, on va l'offrir à Karine Berger. On voit Bonsoir. déjà qu'il y a une certaine épaisseur. Hein, Beaucoup plus on sent qu'il y a qu'il y a des 2 choses ans. à dire sur Ah, l'impôt sur le ben, revenu en France. Si on fait le compte des mesures. Karine Berger, bonsoir. Vous êtes toujours depuis la dernière fois députée des Hautes-Alpes, secrétaire nationale à l'économie du PS. On vous souhaite bien du courage. Et vous êtes co-auteur avec Valérie Rabault de La France contre-attaque aux éditions Odile Jacob. Et à côté de vous, Frédéric Tristram. Bonsoir Bonjour. monsieur. Vous êtes historien, spécialiste de la politique fiscale, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Une question, Nadia, d'un de nos internautes chéris. On a une Pas petite n'importe seconde. lesquels. Ouais. Ah, Effectivement, bah, je il y sais. a un très fidèle internaute qui a posé cette question. Plus qu'un ras-le-bol fiscal, le gouvernement ne paie-t-il pas l'absence d'une réforme fiscale promise et l'éclairage sur ses choix? Karine Berger, est-ce que c'est pas ça le vrai problème finalement? François Hollande, il avait promis une vraie réforme fiscale. Ça n'aurait pas été beaucoup plus simple si elle avait eu lieu, si on avait tout mis sur la table? Je pense que si véritablement on avait été au bout immédiatement de la réforme fiscale qui était promise, on aurait un problème de consentement à l'impôt certain. Parce que si on était allé au bout Vous de la trouvez pas fusion... qu'on a déjà un problème de consentement à l'impôt? Non, mais justement, si on était allé au bout de la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG telle qu'on s'y est engagé, ça aurait signifié des augmentations d'imposition dès 2500 euros de revenus par mois. On n'y pense pas pendant la campagne électorale, ça? Non. Quand on promet une réforme fiscale et... On y a pensé, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a dit qu'elle aurait lieu dans le quinquennat.
et pas immédiatement. Parce qu'on savait très bien que les marges de manœuvre financières... Donc elle aura lieu, cette réforme fiscale? On l'attend, là, elle va arriver. En tout cas, je fais partie de ceux au Parti Socialiste... On va parler impôts pendant ce Je fais quinquennat. partie de ceux au Parti Socialiste qui considèrent que tant qu'on n'a pas remis une clarification de qui paye et pourquoi... et cette clarification, c'est la Donc là, fusion. on n'y est pas en tout cas. Les Bah, Français la ont raison de lisibilité. dire qu'ils ne comprennent pas très bien qui paye et pourquoi. La raison pour laquelle on a prôné une grande réforme, c'est parce qu'on pense toujours qu'elle est utile. Ouais. Enfin, alors, donc, en attendant, Excusez-moi. si on... Oui, Il fallait être un peu naïf pour penser qu'on allait mener une grande réforme fiscale avec les augmentations d'impôts qui étaient nécessaires pour revenir à un niveau de déficit satisfaisant. C'est-à-dire où vous faites l'un ou vous faites l'autre. C'est-à-dire où vous augmentez les impôts ou vous réformez l'ensemble de la fiscalité. D'ailleurs, réformer l'ensemble de la fiscalité, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire par temps de crise? C'est très difficile. Et franchement, il n'y a risque pas de vraiment avoir le d'exemple. choix de toute façon. Mais il y a un autre problème, c'est qu'une vraie réforme, ça se fait toujours au début d'un quinquennat. La loi de Tepal s'est faite au début du quinquennat. On ne fait pas une réforme en fin de quinquennat. Ça paraît... Sans vous n'y croyez pas? Pas du tout. Alors, Karine trop tard. Berger, vous allez quand même nous accorder que depuis le fameux ras-le-bol fiscal concédé par Pierre Moscovici qui tendait les verges pour se faire battre à la fin de l'été, ensuite à Jean-Marc Ayrault qui disait 9 Français sur 10 ne seront pas concernés par les hausses, le président qui dit on va faire une pause fiscale, il n'y a pas de pause fiscale, on ne comprend littéralement plus rien, il y a une totale absence de lisibilité qui amène effectivement à ces gens qui sont dans la rue et à ces mots qui surgissent, jacquerie, révolte, ras-le-bol, etc. Là, la séquence est absolument calamiteuse, non, pour le gouvernement. Trois choses. Politiquement, je pense que François Hollande est le premier président de la République à se faire élire en disant « je vais augmenter les impôts ». Il faut lui reconnaître ça. Je vais les augmenter, je vais arrêter, je vais faire une pause, je vais Il l'avait proposer. dit, il a fait toute la campagne des primaires socialistes là-dessus et il avait dit « j'augmenterai les impôts ». Première chose. Et il cède devant n'importe quelle Et loi. les Français n'étaient pas les riches qui devaient augmenter. C'était pas clair. Il avait dit qu'on aurait à augmenter les impôts. Évidemment, on a commencé par les impôts des personnes... on a fait en sorte que ce soit les impôts des personnes riches. Deuxièmement, on est effectivement dans un moment où il faut remettre de la clarté sur ce qui a été fait. On a un vrai problème qui est que beaucoup d'augmentations d'impôts étaient parties entre 2010 et 2012, il y en a énormément qui arrivent maintenant. Par exemple, 84 mesures fiscales en 2 ans. Qui sont pour la plupart des hausses d'impôts. 84, elles ont été calculées par Le Monde hier. La grosse augmentation actuellement, en tout cas, de l'impôt sur le revenu, ce ne sont, pour les gens, ce ne sont que des mesures qui étaient parties entre 2010 et 2011. Après, on a peut-être une problématique politique qui est qu'il fallait que nous assumions le fait que nous allions avoir les choses qui apparaissaient. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Alors, Éric Pichet, on va démarrer avec l'écotaxe, qui est en train de susciter quelque chose que d'aucuns traitent de jacquerie. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que l'écotaxe qui ne concerne que les poids lourds. Poids lourds, les 800 000 poids lourds qui sillonnent la France. Qui font plus de 3,5 tonnes et qui roulent sur les routes nationales. Mais à la décharge de la majorité actuelle, ils y sont strictement pour rien. Oui, c'est Jean-Louis Borloo et c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est une conséquence du Grenelle et des directives européennes. Et bon, comme vous le savez, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, notamment sur la taxe carbone. Donc tout ça a pris un peu de temps. Le problème de l'écotaxe, c'est fondamentalement une difficulté technique. C'est assez difficile, les portiques, etc. Donc les choses ont traîné. Et l'écotaxe était prévu, je crois, pour le début de l'année. Finalement, 1er janvier 2014. Maintenant, ça s'est repoussé au 1er janvier 2014, d'un point de vue technique. Alors, elle est censée rapporter 1,2 milliard, mais elle coûte 230 millions. Elle coûte énormément, elle coûte très cher. Il y a eu des incidents extrêmement violents, il y a eu des blessés graves, etc. On voit que c'est une taxe, en l'occurrence, qui a suscité une manifestation très particulière. Le problème, c'est qu'il est difficile de laisser un quart de CRS toute l'année devant les portiques. Pour l'instant, ils le font pour protéger les portiques, mais on ne peut pas laisser. Vous ne pas dans l'exemple typique d'une bonne taxe, plutôt une bonne taxe en fait. Oui. Il faut un minimum de fiscalité écologique, c'est utile, on le sait, etc. Il faut rappeler peut-être pourquoi. C'est pour fabriquer des infrastructures fluviales et ferroviaires. Voilà. Et puis elle arrive les alternatives à la route. Elle arrive dans un tel contexte que finalement, ça suscite des violences dans la rue. Et là, on voit le gouvernement rétro-pédaler. Et regardez la une de la Voix du Nord. On prévoit pour la Bretagne, bien évidemment, un certain nombre d'exemptions, d'exonérations. Et puis, comme on voit, et nous alors, on voit une autre partie du pays qui dit, attendez, mais nous aussi, pourquoi on n'y aurait pas le droit? Mais il faut rappeler que la taxe carbone a été annulée par le Conseil constitutionnel parce que 93% des pollueurs en étaient exemptés. Dont les poids lourds, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc là, le gouvernement est vraisemblablement en train de faire un rétropédalage
il va y avoir Mais ça des veut dire mesures qu'on qui n'est vont plus être... égal devant l'impôt, Karine Berger? Ça veut dire que si les Bretons obtiennent ce qu'ils obtiennent, les autres vont dire et nous, où est l'égalité là-dedans? Soyons clairs. Les lobbies gagnent, les groupes de pression gagnent. La démocratie et la République sont mises en danger si il y a inégalité devant l'impôt. C'est la base. Quand on demande aux Français aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce que vous attendez d'abord? Quelle est la première condition pour que le système de fiscalité fonctionne? C'est la justice. Qui est contributeur et pourquoi faire? C'est aussi la clarté. Hein. La clarté aussi. Mais dans la clarté, c'est qui est contributeur et vers quel type de contribution les contributions vont. Si nous ne sommes pas capables de mettre ça de manière extrêmement claire sur la table, alors on aura un problème. Je pense, moi, que c'est notre responsabilité à la majorité totale de faire en sorte que cette clarification se fasse jour après jour. On le sait sur les paris. La fiscalité écologique, d'une certaine manière, elle existe déjà, puisque la circulation automobile est peut-être l'activité humaine en France la plus taxée. Donc, si on veut faire une vraie fiscalité économique, il faut un peu regarder tout ce qu'il y a autour, et pas seulement l'écotaxe. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que c'est pas anodin pour le gouvernement. Cette fronde ou cette révolte va toucher une région, un département où François Hollande a fait des scores absolument extraordinaires. J'ai regardé avant de venir, il a fait 56% au deuxième tour en Bretagne, il a fait 59%, c'est un de ses meilleurs départements dans le Finistère. Et les exonérations, c'est juste pour servir une clientèle politique, je ne pense pas, et mais des en tout ministres cas, bretons au gouvernement je pense qu'ils peuvent s'inquiéter parce que le Parti socialiste a construit depuis les années 1970, dans les années 70 et 80, sa montée au pouvoir, sa montée en charge d'une certaine manière, autour du Grand Ouest, où il y avait des gains électoraux absolument faramineux. Et c'était associé aussi à une certaine image du Parti socialiste. Un parti décentralisateur, un parti réformiste, le parti des municipalités, des communes. Tout ça, c'était extrêmement dangereux. Mais tout ça a été balayé parce que les Bretons disent c'est de la faute de Paris, c'est la faute de la... C'est extrêmement dangereux. Alors là, on fait de l'histoire en direct, si vous voulez. C'est avant-hier, c'est dans le week-end. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Mais si ça devait prendre une importance ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, hein, mais si ça devait tourner en une véritable fronde antifiscale, je pense que le gouvernement devrait fortement s'inquiéter. Et ils doivent... Alors on n'y est pas, mais il y a une réunion à Matignon demain, donc l'histoire que vous évoquez, elle continue. Et puis il y a il y a une autre affaire. L'épargne. Alors, il y a deux autres affaires. Il y avait d'abord l'impôt sur les sociétés. Donc, en gros, il s'agissait de taxer l'excédent brut d'exploitation. C'est un peu technique, mais le gouvernement s'est rendu compte qu'on va voir les images. Les patrons étaient radicalement contre. C'est le carton jaune décerné au ministre de l'économie. Et puis, du coup, rétropédalage. On va faire un impôt sur les sociétés. Du coup, transformer cet impôt en un nouvel impôt sur les sociétés qui a un taux qui est déjà l'un des plus élevés, voire le plus élevé en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas là une aberration? On voit une mesure, on n'y a pas pensé avant, on n'y a pas réfléchi, ça suscite l'hostilité des chefs d'entreprise, rétropédalage, et finalement, on ne sait pas qui ça va pénaliser. Ils ont recette constant, parce qu'ils sont contraints. Il ne faut quand même pas oublier le problème de base, c'est que le gouvernement est contraint par un déficit budgétaire. Ils avaient prévu 3% de déficit en 2013, on est à 4%, 4,1%. Et ils anticipent 3,6% en 2014, je ne sais pas comment ils feront. Bon, donc là, ils sont vraiment face à des contraintes budgétaires où ils ont le dos au mur. C'est ça le problème. Attendez, sur les entreprises, je ne voudrais quand même pas laisser dire n'importe quoi. L'impôt sur les sociétés va passer de 52 milliards en 2013 à 36 milliards en 2014 et en dessous de 30 milliards en 2015. C'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés en France, l'impôt qu'on prend sur les bénéfices avec le crédit d'impôt, l'impôt sur... Oui, non, mais attendez, excusez-moi. On va devenir le pays où les entreprises contribuent le moins au service public de toute l'OCDE. C'est ça la réalité de la France de 2014 ou de 2015. Alors quand j'entends, mais on n'y est pas encore, sauf que c'est déjà voté, Vincent Géré. Donc quand je vois des gens qui mettent un carton jaune alors que leur impôt à eux vient d'être divisé par 2, j'ai un petit problème de message politique. Pour des raisons politiques que les patrons Merci de le dire, parce que les personnes qui lèvent le carton jaune ont un impôt sur les sociétés qui a été voté, divisé par 2 par la majorité actuelle. Nadia, parlez-nous de
La basse-cour. Ah bah, la basse-cour. Les pigeons, les moineaux, tout ça. Alors effectivement, il y a eu cette apparition depuis un an environ de collectifs de patrons mécontents qui manifestent leur colère. Ils ont à chaque fois des pages Facebook, des logos, des punchlines. Ils sont archi organisés. Ils sont hyper bien organisés. Ils se sont affublés de noms d'oiseaux. On peut faire un petit retour sur ce bestiaire. Ça a commencé l'an dernier, en octobre 2012. Les pionniers, c'était les pigeons. C'était un mouvement de jeunes patrons qui refusaient de payer un impôt au moment où ils revendraient leur entreprise. Ils ont fait un maximum de bruit médiatique. Ça a plutôt bien marché puisque le gouvernement avait reculé. Et ils ont fait des petits. Il y a eu les moineaux juste après, plus petits, un petit peu moins importants, des entreprises moins importantes. Les poussins qui représentent les auto-entrepreneurs. Et la semaine dernière, et là c'est un petit peu plus important, plus grave peut-être, ce sont les tondus. Eux, ce sont des chefs d'entreprise qui appellent carrément les patrons à ne plus payer leurs charges. Ils appellent à la désobéissance fiscale. Donc on voit que ce sont des groupes finalement assez organisés à l'intérieur, mais qui ne sont pas connectés entre eux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont se fédérer davantage et du coup peser encore plus? C'est la chance du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas actuellement il n'y a pas une force organisation, politique, pas un syndicat. syndicale, etc., qui pourrait structurer toutes ces révoltes successives. De patrons se regrouper, c'est possible ça? Il y a normalement un organisme qui est censé les regrouper, qui s'appelle le MEDEF. Donc là, il faut. Il y a plusieurs branches et il y a plusieurs centres d'intérêt dans le MEDEF. Mais c'est la chance de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jusqu'ici une force fédératrice, comme on a pu voir apparaître à certaines périodes, le poujadisme ou le Sidunati dans les années 1970. Le problème, c'est pas des préfets qui s'inquiètent, cela étant, de la montée générale d'un ras-le-bol fiscal dans les régions, et ça concerne aussi d'ailleurs un certain nombre de chefs d'entreprise, chefs de PME, etc. Le problème, c'est pas qu'ils soient organisés ou pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les nouvelles technologies. Parce qu'ils ont toujours été organisés, il y a toujours eu des lobbies. Mais les réseaux sociaux ont un impact. C'est la mobilisation, et la rapidité de ce qui risque de se mobilisation. passer, puisqu'on est quand même dans une période où il y a une accumulation de tensions sociales, les réseaux sociaux peuvent très bien, comme pour le printemps arabe, comme pour la Tunisie, etc., générer un phénomène d'agrégation de mécontentement. Ça, c'est pas du tout exclu. Alors, on va revenir juste, on va juste faire un petit retour, parce que Frédéric Tristram évoquait le poujadisme. On va regarder comment, effectivement, ces mécontentements peuvent générer un parti politique. Ça s'est passé dans les années 50, vous y avez fait allusion. C'est le rétroviseur de Bruno Godenzi. France 1953. Pierre Poujade, dit Pierrot, devient célèbre du jour au lendemain. Ce papetier d'un village du sud-ouest prend la tête de 23 commerçants qui interdisent aux agents du fisc d'approcher de leur magasin. Leur slogan ne fait pas dans la finesse, non à la Gestapo fiscale. Mais leur action fait tache d'huile dans tout le pays, car les 1 300 000 petits commerçants français se sentent menacés par un arsenal fiscal très écrasant et par le vent de l'histoire. Je dis que le peuple de France veut vivre, n'en déplaise aux technocrates, et il le peut librement s'il le veut. De son mouvement de résistance au fisc, Poujade va faire un véritable parti politique. En 1956, son Union et Fraternité française fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale avec 11,6% des suffrages, soit 52 élus. Parmi eux, un tout jeune député nommé Jean-Marie Le Pen. Frédéric Tristram, vous pensez que ce qui se passe en ce moment peut déboucher sur l'équivalent du poujadisme? Alors je ne sais pas. Aussi structuré, je ne sais pas, mais une des causes de la situation actuelle, c'est qu'on a on en parle d'ailleurs depuis le début, une série de micro-mesures qui durent depuis 2011. En fait, le tournant, il a commencé avec le gouvernement Fillon. Sur ce point, vous avez raison. Et d'une certaine manière, il y a une solution de continuité entre le gouvernement Fillon et le gouvernement Ayrault. Donc on a une série de micro-mesures, de recettes de poche, pour des sommes qui, au regard du budget de l'État, sont relativement modestes, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, c'est beaucoup pour les contribuables, mais en réalité, c'est pas grand-chose. Et ça suscite une sorte de ras-le-bol, en effet. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, et on ajoute, et on surajoute, etc. C'est trop, voilà. Et je m'étonne qu'on n'ait pas utilisé les deux grandes armes dont on disposait, c'est-à-dire l'augmentation de la TVA si on est de droite, l'augmentation de la CSG si on est de gauche. Et je pense que les choses auraient beaucoup mieux fonctionné si on avait agi de la sorte, plutôt que cette espèce de course au sac de la fiscalité. Non mais attendez, excusez-moi, je voudrais quand même pas qu'on explique que des gens qui, en dehors de toute règle de la République, appellent à ne pas payer l'impôt, qui effectivement se rapproche du mouvement poujadiste des années 50, qui a quand même donné lieu à l'élection de Jean-Marie Le Pen pour la première fois dans la République, sont comparables au printemps arabe. Attendez, mais le printemps arabe, c'est la... On a évoqué la mobilisation. Non, mais je vais dire autrement. S'il y avait eu Twitter du temps de Poujade,
on aurait effectivement constaté que le poujadisme a trouvé un terrain absolument merveilleux sur Twitter. Ça a rendu les ça choses n'aurait pas rendu, visibles. ça n'aurait pas rendu pour autant la société française poujadiste. Oui, mais vous savez, en France, il y a eu un consentement à l'impôt depuis la Seconde Guerre, même en dépit des mouvements qu'on a évoqués là, il y a eu un consentement à l'impôt considérable qui était tout simplement en échange d'un État social, d'un État-providence, d'un système qui est différent de la redistribution et des institutions. Absolument. Et regardez aujourd'hui, 57% des Français seulement ont le sentiment d'accomplir un acte citoyen en s'acquittant de l'impôt. Et quand on regarde les jeunes générations, on s'aperçoit que là, il y a une défiance terrible. 46% des jeunes considèrent, eux, qu'ils sont décrochés par rapport à ce civisme fiscal. Ça, c'est important. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer dans la société française. Moi, ça vous inquiète pas, ça? Évidemment que ça m'inquiète, mais je veux dire que ma responsabilité à moi en tant qu'élu, c'est d'expliquer à longueur, j'ai envie de dire, de possibilités, que c'est le financement de l'école, le financement des policiers, le financement des tribunaux, le financement de la défense, le financement de la vie Comment en ça commun. se passe dans les Hautes-Alpes, dans votre département? Je n'ai pas du tout. Il n'y a pas de ras-le-bol fiscal dans les Hautes-Alpes. Ce que vous appelez un ras-le-bol fiscal. Ce que vous appelez un ras-le-bol fiscal. J'ai des gens qui viennent me poser des questions, feuilles d'impôt à la main, qui effectivement sont surpris, parfois désespérés. Mais je n'ai pas des gens qui me remettent en question le principe du paiement de l'impôt. Et c'est pour ça que je dis attention, les mouvements poujadistes ont toujours été des mouvements politiquement très marqués dans notre pays et très politiquement clairs. C'est l'extrême droite. Mais la grande différence avec les années 1950, c'est que dans les années 50, le taux de prélèvement obligatoire, globalement, c'était un tiers, c'était 30%. On est aujourd'hui à 46%, peut-être l'année prochaine à 47%. Donc les masses ne sont plus les mêmes. Et quand vous augmentez, ne serait-ce que modestement, l'impôt sur une base qui est déjà de 47% de la richesse nationale, forcément, les réactions ne sont pas les mêmes. C'était de 31% en 1960, c'est ça? Oui, à peu près. Donc ça devient, la différence est insupportable. C'est autour d'un pour les tiers, un petit tiers jusqu'en 1974. Et le gros basculement de l'imposition en France, c'est le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. On va passer de un tiers à plus de 40% de taux de prélèvement obligatoire. Mais Karine Berger, si je vous suis bien, ce que vous voulez dire, c'est que les gens qui seraient tentés par une désespérance et qui seraient tentés de se plaindre de la pression fiscale seraient des gens dont on pourrait dire, attention, sont mauvais français parce qu'ils pourraient les assimiler au vote FN. C'est ça que vous avez dit? Je n'ai pas très bien compris votre analogie. Non, mon analogie est la suivante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui en France, appellent à ne plus payer l'impôt. Ceux-là ont une démarche politique. Une démarche politique. Très bien, mais ce n'est pas la majorité des Français. Ce n'est pas la majorité des Français. Les gens qui se plaignent de ce qui se passe avec l'épargne, par exemple. Ce n'est pas la majorité des Français. Si vous prenez l'exemple de l'épargne. Prenons l'exemple des assurances-vie et des autres plans d'épargne. On a été plusieurs députés à signaler que sur cette... J'étais d'autant plus mieux placé que j'avais recommandé l'inverse il y a 6 mois dans un rapport au Premier ministre. On a été plusieurs députés à signaler que dans nos circonscriptions, les gens ne comprenaient pas cette mesure. Nous l'avons expliqué depuis 3 semaines à Bernard Cazeneuve, à Pierre Moscovici. Mais vous n'avez pas été entendu pour les comptes d'assurance vie. Il y a quand même 7 millions de Français. Ce n'est pas des grandes fortunes. Eh bien, à titre personnel, je continuerai à plaider sur le fait que cette mesure est mal comprise et donc mal expliquée. Et donc, à ce stade, un sujet politique. Ce que je veux dire simplement, c'est que notre responsabilité n'est pas d'entendre la première personne qui explique que de toute façon, l'impôt c'est mal. Notre première responsabilité, c'est de justifier exactement la façon dont on utilise l'impôt, l'argent public des Français. C'est ça notre première responsabilité. Il y a un peu de travail, je pense. Beaucoup de travail. Juan Olaquetal, notre homme du monde. Vous venez nous parler d'Irlande. Je vous emmène en Irlande ce soir. C'est vrai que ces dernières années, ce pays était considéré comme une sorte, effectivement, de paradis fiscal pour les multinationales. Alors certes, l'impôt sur les sociétés n'est que de 12,5%. Ça fait peut-être rêver de nombreux entrepreneurs en France. C'est le taux le plus faible, le plus bas de l'Union européenne. Mais surtout, les multinationales ont trouvé une faille dans la fiscalité irlandaise qui leur permet de ne pas payer d'impôts. 0 impôt, là aussi ça fait rêver. C'est le cas notamment d'Apple qui a établi plusieurs de ses filiales en Irlande. La plus importante d'entre elles s'appelle Apple Operation International. Entre 2009 et 2011, cette filiale a généré plus de 30 milliards de dollars. Pourtant, la filiale n'a ni bureau, ni salarié et surtout aucune adresse et aucune résidence fiscale. Du coup, bien évidemment, elle ne paye pas d'impôts sur les sociétés. Alors comment est-ce possible? Eh bien, Apple a profité d'un vide juridique qui fait que la loi américaine estime que ces filiales doivent payer leurs impôts en Irlande. En revanche, la loi irlandaise estime que effectivement Apple doit payer ses impôts aux États-Unis. Et du coup, on se retrouve avec des entreprises apatrides, des entreprises sans État, donc sans impôts. Et vous allez le voir, Apple n'est pas la seule dans ce cas, comme nous l'explique ce salarié et cet ancien salarié de Google.
Google fait tout pour éviter de payer des impôts, par exemple en prétendant ne rien vendre en Grande-Bretagne, ou encore en changeant un nom sur le contrat, en le faisant passer de Google à Google Irlande. Voilà, et oui, effectivement, puisque le siège social européen de Google se trouve officiellement à Dublin. Alors, il faut savoir que sous la pression de Washington, l'Irlande vient de modifier sa législation fiscale. Il faut dire que selon le Sénat américain, rien que pour le cas d'Apple, le manque à gagner pour le fisc américain s'élèverait à 44 milliards de dollars. À partir donc du 1er janvier 2015, toutes les entreprises installées en Irlande seront toutes taxées à 12,5%. Les experts estiment que l'Irlande continuera quand même à négocier des accords avec les entreprises pour qu'elles puissent bénéficier effectivement d'un taux inférieur à ces fameux 12,5%. Mais Éric Pichet, est-ce que finalement le principal problème aujourd'hui lié à la fiscalité, ce n'est pas qu'au sein même de l'Union européenne, on se retrouve avec des politiques fiscales très différentes les unes des autres et certaines plus avantageuses que les autres? Pour une raison très simple, c'est que c'est le dernier acte souverain, la fiscalité. Tout le reste, on peut le sous-traiter ou le faire accepter par l'Europe. Mais la fiscalité, chaque pays, regardez par exemple le marathon budgétaire, ça dure 3 mois à l'Assemblée pour le budget. Bon, c'est vraiment le dernier acte souverain d'une nation. Le droit d'imposer comme on le veut ses propres citoyens. Enfin, je voudrais quand même dire que quand on a créé le marché commun dans les années 1960, ça s'est accompagné d'une harmonisation des fiscalités sur le chiffre d'affaires qui a été préalable à l'ouverture des frontières et à la disparition des barrières douanières. Ce qui s'est passé depuis maintenant plus de 20 ans, c'est qu'on a ouvert largement le marché européen, aux capitaux notamment, sans aucune harmonisation fiscale. Donc le précédent, il existait. Hein, et il n'a pas eu lieu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas en fait une explication aussi? C'est que les Français ont le sentiment que la dette continue. Ils étaient prêts à l'effort, hein, vous l'avez rappelé, ils ont voté François Hollande, ils savaient que les impôts allaient augmenter. D'ailleurs, ils savaient aussi que si Nicolas Sarkozy gagnait, les impôts auraient aussi augmenté. Mais simplement, là, on a l'impression, ils ont le sentiment de beaucoup contribuer. Et puis ils voient la dette continuer à s'accroître et la France ne pas tenir ses engagements vis-à-vis de Bruxelles. Est-ce qu'il n'y a pas le problème de l'efficacité de l'impôt qui est posé aujourd'hui? C'est exactement ça le problème. Voilà. C'est qu'on arrive au bout d'un système où il va falloir faire des réformes de l'État. Le problème, c'est aussi le problème de la dépense publique qui est extrêmement élevée en France. Et le partage. Alors, le gouvernement dit qu'il a ralenti, mais pour l'instant, il le dit pas encore. Il le dit, oui, il le dit. C'est l'année prochaine. On fait plus que le dire. On l'a voté et par ailleurs, la dépense publique a déjà commencé à ralentir depuis 2 ans et elle va vraiment baisser l'année prochaine. Oui. Parce que vous l'avez dit. Vous faites rire votre voisin. Oui, mais peut-être. Regardez, 8 milliards de plus et on n'aura que 3 milliards. Oui, il y a 15 milliards de moins. L'argument, c'est qu'on n'arrête pas un TGV en 150 mètres. 2007-2012, plus 35 milliards d'euros par an. L'année prochaine, on n'augmentera pas en niveau les dépenses publiques. C'est la pause fiscale alors l'an prochain? Donc c'est vrai. Mais la raison pour laquelle on fait ça, ils ne verront pas les contribuables. C'est que la seule façon de faire en sorte que l'impôt reste l'acte républicain qui doit continuer d'être, c'est de faire en sorte que les dépenses publiques soient justifiées à chaque euro. Les dépenses publiques sont peut-être élevées en France, mais on continue à être soigné de cancer, on continue à aller à l'école, on continue à être protégé par la police de manière gratuite. Donc un peu plus de visibilité dans beaucoup de pays que nous avons cités ce soir. Le ras-le-bol fiscal, il va continuer l'an prochain, puisque l'exonération des heures supplémentaires, il y a eu un premier effet en septembre avec la hausse du bulletin de paye. Il y a eu ensuite un deuxième effet avec le 3e tiers ici, et il y aura un 3e effet avec le 3e tiers 2014. Puisque plus rien ne sera exonéré sur l'année 2013. L'année prochaine, il y a aussi dégel du barème de l'impôt sur le revenu, augmentation de la décote qui fait que beaucoup de gens vont sortir de l'impôt sur le revenu, etc., etc. Très bien, ce sera le mot de la fin pour Karine Berger, qui l'avait prévu comme ça. Ils sont sévères mais justes, tous les redoutables. Tous les soirs, les maniaques de désintox passent au radar les propos farfelus ou malhonnêtes du personnel politique français. Un gisement en la matière. Ce soir, par exemple, Jacques Attali, exalté par la francophonie, on le comprend, multiplie les francophones dans le monde, comme les petits d'un célèbre locuteur de l'araméen. Regardez. Flashé aujourd'hui par Désintox, l'économiste Jacques Attali à propos des francophones dans le monde. Le français est la grande langue du XXIe siècle, c'est la seule langue dont le nombre de locuteurs va tripler. Le nombre de personnes parlant le français dans le monde serait donc sur le point de tripler. Jacques Attali transforme bien vite une simple hypothèse en vérité générale.
L'ancien conseiller de François Mitterrand se base sur une étude de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, qui s'appuie elle-même sur des prévisions démographiques de l'ONU. Cette étude se propose d'évaluer la proportion de francophones dans le monde en 2060 et propose 4 méthodes de calcul. L'une d'entre elles prévoit une énorme progression de l'enseignement en français sur le continent africain, au point que la part des francophones dans les 20 pays d'Afrique subsaharienne deviendrait en 2060 la même qu'en Guadeloupe ou en Martinique. Avec ce scénario, on a bien une multiplication par 3,5 des locuteurs français en 50 ans. Mais c'est de loin la plus optimiste des 4 évaluations proposées. A l'inverse, le scénario le plus pessimiste ne prévoit qu'un nombre de francophones multiplié par 1,7. Une évolution qui ne tiendrait qu'à la seule évolution démographique mondiale prévue par l'ONU. La multiplication par 3 des locuteurs français n'a donc rien de sûr, bien au contraire. Mais Jacques Attali semble s'être affranchi des précautions d'usage. D'ailleurs, il en fait de même quand il dit que le français serait la seule langue à voir son nombre de locuteurs progresser autant. Aucune étude ne vient confirmer cette affirmation. Merci mes amis, merci à tous les 3 pour partir avec de la lecture, c'est bien. 28 minutes, c'est terminé. À suivre sur l'antenne une soirée absolument magique, la Strada de Fellini, suivie de la Dolce Vita du même enchanteur. Après ça, on peut carrément mourir. À demain, 20h05, dans 28 minutes, comme tous les soirs à la même heure. Arrivederci.